Donc, bonjour, cours numéro 3 sur les types de matériaux et leurs propriétés. Donc, on est toujours dans le chapitre 12. On a vu au cours précédent quelles sont les caractéristiques qui peuvent nous faire choisir un matériau plutôt qu'un autre. Donc, les matériaux, leurs caractéristiques qu'ils peuvent avoir. Maintenant, on va voir vraiment par matériaux différents, donc le bois, la céramique, le métaux. On va voir leurs caractéristiques, puis aussi comment les protéger de la dégradation. Donc, première des choses, dégradation et protection. Encore une fois, je vous demande de prendre ce qui est en bleu en note. Donc, une dégradation, c'est tout simplement la diminution de certaines propriétés des matériaux dues aux effets du milieu ambiant. Ce qui veut dire que le matériau va se dégrader, va perdre ses propriétés plus le temps avance généralement, selon les conditions du milieu. Donc, par exemple, si vous laissez votre bicyclette à l'extérieur constamment, la dégradation risque d'être plus grande que si vous la laissez à l'intérieur ou dans une remise. Malgré tout, de manière générale, tous les matériaux vont finir par se dégrader avec le temps. On peut les protéger avec des procédés. Donc, par exemple, la peinture, la teinture, c'est toutes des choses qu'on peut faire pour protéger les matériaux. Donc, ça va soit empêcher littéralement ou retarder la dégradation. Donc, pour toute cette section-là, j'ai fait un tableau. Donc, un tableau récapitulatif, donc pour chacun des matériaux. Ce que je vous conseille, donc, c'est de mettre sur pause la vidéo et de prendre en note les en-têtes. Donc, ça va toujours être la même en-tête et on va seulement changer les types de matériaux, les propriétés puis les dégradations associées à chacune de ces catégories-là. Faites attention, souvent, la catégorie dégradation et protection, elle est jumelée pour les différents matériaux. Donc, c'est comme par exemple si les métaux et les alliages sont très proches un de l'autre, donc ils ont la même type de dégradation, le même type de protection qu'on peut faire. Donc, si on commence tout de suite avec les métaux. Donc, les métaux, c'est tout simplement des matériaux extraits d'un minerai. Donc, vous vous souvenez comment ça fonctionne, les minéraux à l'intérieur des minerais. Donc, les métaux, on peut aller chercher du fer, du carbone, pas du carbone, du fer principalement, du silicium, de l'aluminium à travers des minerais. Propriétés, vous les connaissez, j'en ai mis les deux principales qui nous intéressent le plus souvent dans la fabrication d'objets, c'est le fait qu'ils soient brillants et conducteurs thermiques et électriques. Un alliage, c'est un mélange homogène d'un matériau métallique avec une autre substance métallique ou non. Par exemple, au niveau de l'acier, qui est très fréquemment utilisé, on parle de fer, d'un mélange de fer et de carbone. Donc, à ce moment-là, on est un métal avec un non-métal. Ça sert à quoi d'avoir un alliage plutôt que juste du métal pur? C'est en fait qu'on peut améliorer les propriétés des métaux traditionnels parce qu'on va pouvoir les traiter avec de la chaleur. Il y a 3 procédés thermiques qui sont à apprendre et qui font partie de la catégorie STE. C'est la trempe, le revenu et le recuit. Vous avez une brève description, mais je vous demande vraiment de noter ce qui est en bleu, là. Donc, la trempe, c'est le fait de refroidir rapidement et après un chauffage excessif. Par exemple, vous pouvez avoir l'image d'un katana, donc on fait chauffer dans un four et qu'ensuite on vient plonger dans l'eau. Donc là, on a le petit nuage de fumée qui va avec ça. Et donc, qu'est-ce que ça fait de faire cette action-là? C'est que ça durcit beaucoup l'alliage. Par contre, ça peut le rendre plus fragile, donc au choc ponctuel. Donc, mais il va moins tordre, mais en même temps, il va être plus dur. Donc, c'est pour trancher, c'est l'idéal. Donc, plus c'est dur, plus ça va être adéquat pour les fonctions qu'on veut en faire. Le revenu, c'est le fait de chauffer un alliage trempé à de fortes températures pour le rendre ductile, donc pour afin qu'on puisse l'étirer. Donc, ça, c'est fréquemment fait aussi. Donc, encore une fois, vous pouvez imaginer de faire des fils. Donc, on va chauffer souvent pour étirer le cuivre pour en faire des filaments. Et ensuite, on va pouvoir les utiliser comme fil électrique. Le recuit, c'est un peu le bouton reset des métaux. Donc, on va chauffer à très forte température et on va laisser refroidir très lentement. Donc, ça va avoir pour effet de redonner en fait les propriétés originales. Par rapport à ça, la seule chose que je pourrais ajouter, c'est par exemple, vous connaissez sûrement le terme de l'acier trempé.
de l'acier trempé, c'est de l'acier à lequel on a fait subir un traitement de trempe pour le durcir. Donc, si vous avez le choix entre, je sais pas, une bicyclette d'acier ou une bicyclette d'acier trempé, évidemment, il y en a un qui va être beaucoup plus dur que l'autre, donc risque de durer plus longtemps, va résister mieux à la pénétration et aux problèmes liés à ça. Dégradation principalement dans les métaux, c'est la rouille. Donc, la rouille quand on est à base de fer, sinon on va appeler ça tout simplement de la corrosion, mais c'est sensiblement la même chose. Ça reste une oxydation, donc l'action de l'oxygène sur les matériaux. On peut protéger nos matériaux à l'aide de peinture, de vernis, de graisse, toute autre substance qui va venir empêcher l'oxygène d'atteindre le métal. On peut aussi recouvrir d'une couche de métal qui résiste mieux à la corrosion. Pour que ça résiste mieux à la corrosion. Par exemple, on peut galvaniser, c'est-à-dire qu'on va à ce moment-là recouvrir tout notre métal ou notre alliage d'une fine une fine couche de zinc. Donc à ce moment-là, l'oxygène va attaquer le zinc avant d'aller se rendre jusqu'à notre structure d'alliage ou de métal. On peut aussi utiliser des électrodes sacrificielles. Donc oui, c'est comme son nom l'indique, c'est des petits morceaux de métaux qui vont se sacrifier pour la protection de l'alliage ou du métal. Le zinc, le magnésium et l'aluminium sont des bons exemples d'électrodes sacrificielles. Donc, on vient placer une petite, soit une couche carrément par-dessus ou soit tout simplement des petites pièces collées. Par exemple, on peut voir ça sur les bateaux faits en acier. Il y a souvent des petits points, des petites pièces rondes qui sont accrochées à la coque. Et en fond, ce que ça fait, c'est que l'oxygène va être plus facilement attiré par ces électrodes sacrificielles que l'acier en arrière ou le métal en arrière. Donc, c'est vraiment un peu le principe de... Il va prendre la balle du fusil pour protéger celui en arrière. Donc, le zinc va se sacrifier pour protéger l'alliage. Au niveau des bois, donc le bois, il y en a deux catégories principalement. On a le bois traditionnel, donc le bois massif. On fait des planches directement à partir du tronc de l'arbre. Une des propriétés intéressantes par rapport au bois, c'est que ça va être dur, élastique. Donc, il y a un petit effet spring, on va dire, dans les planches de bois. Et c'est résilient. Donc, ça va résister bien au choc, un peu dû au fait que c'est élastique d'ailleurs. C'est des bons isolants thermiques et électriques. Généralement, c'est très léger et c'est pas très fragile. Donc, ça va vraiment plier avant de casser. Donc, ça, c'est un gros avantage. Les bois modifiés, c'est ce qui coûte le moins cher. Parce que faire une planche avec un tronc d'arbre, évidemment, il y a beaucoup de pertes associées à ça. Donc, les bois modifiés, en fait, eux, ce qu'ils utilisent, c'est les retailles de bois qui n'ont pas été utilisés pour faire des planches de bois massif. Donc, lui, il va prendre tous les résidus, les copeaux, les sciures de bois et on va coller tout ça avec une colle ou du plastique. Par exemple, le contreplaqué que vous voyez en bas ici, c'est plein de petites planches miniatures collées une par-dessus l'autre. Donc, toutes faites à partir de planches trop minces, un peu qui n'étaient pas utilisables. Donc, on va les coller toutes ensemble pour effectuer une plus grosse planche. Vous avez les panneaux de particules, comme vous voyez ici, très fréquents pour la construction. Donc, c'est vraiment, on vient coller des résidus de bois ensemble, puis on va souvent finir avec une plaque, soit carrément de plastique, ou quelque chose qui va faire une imitation bois par-dessus, ou des fois juste une planche de contreplaqué qui va venir s'accoter par-dessus pour que ça soit plus beau. Si on n'aime pas nécessairement, si on n'a pas besoin que ça soit beau, parce qu'on va peinturer par exemple, on peut utiliser ce qu'on appelle du MDF, donc qui est un peu la version panneau de particules, mais sans la petite finition de contreplaqué par-dessus. Donc ça c'est quand on veut faire des meubles rapidement, facilement, des étagères, on n'a pas besoin que ça soit beau en bois, on va peinturer ça jaune, rouge, ben, on va utiliser du MDF à ce moment-là, c'est vraiment ce qui est le moins coûteux. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de restriction de taille. C'est-à-dire que pour le bois massif, on n'a pas le choix de prendre la taille du tronc de l'arbre dans lequel on l'a coupé. Dans le cas des bois modifiés, on peut faire vraiment de très grandes tailles parce qu'on vient coller la quantité qu'on a besoin tout simplement. Donc, on peut faire de très grosses planches. Et il est très, très, très résistant. Donc, au choc.
et à toute autre chose qui peuvent l'abîmer. Au niveau de la dégradation, principalement dans le bois, ça va être l'eau, puis les insectes, champignons, micro-organismes qui peuvent l'affecter. L'eau, c'est bien connu, un plancher flottant qui subit des dommages causés à un verre de lait échappé, par exemple, ça va gonfler rapidement. Donc, c'est souvent très sujette au gonflement, aux fissures à cause de ça. Pour le protéger, on peut le peindre, le vernir, le teindre, l'enduire aussi d'un protecteur de cuivre qui est en fait une espèce de peinture cuivrée qui va être très efficace pour la protection, qui coûte un peu plus cher par contre. Ou sinon, on peut chauffer à de hautes températures. Donc là, on parle pas de le faire brûler, on parle juste d'augmenter la température ambiante et ça va avoir des propriétés de protection là, au niveau justement des insectes, des champignons et des micro-organismes. Le bois modifié est beaucoup plus sensible à l'humidité, donc lui, c'est un de ses désavantages. Il y a beaucoup d'avantages. Il est moins cher, on peut faire des plus grosses planches, mais vraiment très rapidement, il va gonfler dès qu'il va y avoir de l'eau à proximité. Céramique. Donc, céramique, c'est un produit qu'on fait à partir du sable et de l'argile. Généralement, vous en avez un peu partout dans la maison, soit sous forme de porcelaine, de verre, de ciment, ou même sous forme de plâtre. Donc, le plâtre est un dérivé de la céramique aussi. On peut mouler ou façonner, un peu comme de la poterie au niveau de la céramique. Donc, ça peut être très pratique pour faire des pièces précises avec un design un peu plus flyé ou quoi que ce soit. Donc, les bibelots, par exemple. Sont durs, mais très fragiles. Donc, ça veut dire que pour un choc ponctuel, donc si on essaie de pénétrer à l'intérieur de la céramique, elle va être très résistante. Par contre, si elle subit une force trop grande, elle ne pliera pas, elle va tout simplement casser. Donc, elle n'a pas vraiment de côté élastique à ce matériau, ça va tout simplement casser si la force est trop grande. C'est des isolants thermiques et électriques. D'ailleurs, on l'utilise souvent dans la cuisine. On peut même faire des comptoirs de céramique et à ce moment-là, quand on a un chaudron, même s'il est extrêmement chaud, on peut quand même le mettre directement sur le comptoir si on a un comptoir de céramique. Donc ça peut être très pratique. On peut l'utiliser aussi comme isolant électrique. D'ailleurs, ce que vous voyez l'image en haut, c'est de la céramique, donc les petits tourbillons, donc juste ici que vous voyez, c'est tout simplement de la céramique tortillée dans lequel on va passer le fil, le but étant d'isoler le poteau de la ligne haute tension. Donc c'est souvent la céramique qu'on va utiliser pour faire ça. Donc on peut la modeler comme on veut et ensuite on sait que ça résiste aux grandes intensités électriques. Très durable au niveau de la céramique. Donc, à moins de subir des chocs fréquents, ça va durer ad vitam aeternam. Dégradation, donc très faible, mais peut réagir à certains acides ou bases fortes. On parle d'acides très très forts ou de bases très très fortes. Donc, pH 1, 2 et pH 13, 14. Aussi, sûrement que vous avez déjà expérimenté la chose, variation de température brusque. On appelle ça un choc thermique. Donc, si par exemple, on met une tasse du congélateur et on la dépose, on la fait chauffer, fréquemment, ce qui va arriver, c'est que ça va éclater. Ça peut arriver aussi, même quand on sort quelque chose de très chaud, une céramique très chaude du four, si on la dépose juste un peu trop brusquement sur le comptoir, ça peut comme éclater très soudainement, là, même si on n'a pas fait ça de manière exagérée. Donc, ça peut être très surprenant. Donc, on fait attention quand on a de la céramique qui est soit très froide ou très chaude. Généralement, elle va être beaucoup plus sujette à briser à ce moment-là. Les plastiques. Bon, principalement, un plastique, c'est quoi? C'est formé à partir de polymère. Un polymère, c'est tout simplement une très, très, très longue molécule composée de carbone et d'hydrogène. Donc, une chaîne carbonée. Une chaîne carbonée, ça, on en entend souvent parler dans l'essence. Donc, par exemple, de l'octane, c'est tout simplement 8 carbone un après l'autre avec des hydrogènes autour. Donc, c'est un polymère. Donc, tout ce qui va être essence, pétrole, c'est des polymères de carbone. Donc, on utilise ce type de polymère pour les transformer en plastique. On a deux plastiques différents.
Donc, deux catégories principales, c'est le thermoplastique et le thermodurcissable. Vous devez être capable de faire la différence entre les deux selon les caractéristiques, puis aussi être capable de donner des exemples. Si on commence avec le plastique de manière générale, donc on peut les façonner ou les mouler, donc ça c'est très impressionnant. On peut faire à peu près ce qu'on veut avec du plastique, seulement en le chauffant et en lui donnant une forme dans un moule, ou on peut même l'injecter avec une pression d'air pour qu'il aille s'étirer sur les surfaces d'un moule. Donc on peut faire des choses très très minces, très très fines, comme des choses beaucoup plus épaisses. Le plus gros désavantage du polymère, c'est que c'est très léger. Donc, par exemple, dans l'armée, il y avait eu beaucoup de problèmes associés au poids des fusils, au poids du matériel qui était à traîner sur les soldats. Donc, généralement, maintenant, c'est beaucoup des armes faites principalement en plastique. Il y a seulement certaines composantes qui restent en métal pour des questions de durabilité et de exposition à la chaleur et résistance. Mais on a remplacé une grosse portion de l'outillage militaire avec du plastique, principalement parce que c'est léger, que c'est peu coûteux et que c'est durable. Donc maintenant, le plastique, on ne pourrait pas vraiment s'en passer. Dans toutes les sphères de notre vie, il y en a partout. C'est des bons isolants, principalement des isolants électriques, mais ça peut être aussi des isolants thermiques selon le type de plastique. Si on commence par le thermodurcissable, c'est un plastique qui va rester dur et qui va garder sa forme même quand on le chauffe. Donc ça peut être très intéressant. Généralement, quand on passe au plastique, on pense à du plastique qui fond dès qu'il est en présence de chaleur, mais dans le cas des thermodurcissables, c'est pas le cas. On l'utilise donc pour la mélamine. Ça, c'est par exemple pour les armoires de cuisine. Ça a une imitation bois traité, bois modifié, mais c'est vraiment fait à partir de plastique. Souvent, on va appuyer de la mélamine sur du bois modifié. Donc, on va faire un collage de résidus de bois et on va venir recouvrir de mélamine parce que, premièrement, c'est peu coûteux, c'est durable, puis ça va résister très bien à travers le temps. Tout ce qui va être les polyesters, donc on peut parler même des tissus, donc tous les tissus en polyester. Tout ce qui va être les grosses charges comme les kayaks ou le traditionnel jeu Fisher-Price, là, que pas mal tout le monde a eu dans son enfance quelque part. Là. Donc c'est des jouets qui vont être très durs et très résilients, donc résistent bien au choc. Malheureusement, c'est pas recyclable au Québec. C'est-à-dire que vu qu'on peut pas le chauffer pour le faire fondre puis le remodeler, tout ce qu'on peut faire, c'est tout simplement le couper en petits copeaux puis le réutiliser afin de faire un mélange quelconque de plastique. Donc, ça peut dépendre pour de l'isolant, par exemple. On peut utiliser le plastique des thermodurcissables. Au niveau du thermoplastique, ils vont se ramollir de façon qu'on puisse les mouler et remodeler. Donc ça, c'est le plastique que vous imaginez en train de fondre sur le bord du calorifère. Donc c'est les thermoplastiques. On parle principalement des PVC et du polystyrène. Polystyrène, c'est communément appelé le styromousse. Ils composent en fait la majorité des plastiques utilisés dans l'industrie et heureusement, ils sont recyclables. À Sherbrooke, si vous voulez savoir, donc en tant qu'ex-patrouille verte, on recycle les plastiques numérotés. Donc, c'est-à-dire que sur toutes les pièces de plastique, ça vous prend absolument le petit logo en triangle avec un chiffre à l'intérieur. Le seul chiffre présentement qui n'est pas recyclé, c'est le numéro 6. Malheureusement, c'est lui le plus fréquemment utilisé dans les installations de restauration. Donc, tout ce qui va être Tim Hortons, McDonald's, donc fréquemment, ça va être du plastique 6. Théoriquement, c'est pas trop grave si vous le mettez dans le recyclage quand même, mais il va être retiré de toute manière au bout de la chaîne de production. Donc, si vous pouvez faire le tri à la maison, vous pouvez commencer tout de suite. Tout ce qui va être polystyrène non plus, donc styromousse, ça va pas dans le bac de recyclage. Donc, il faut absolument pas mettre ça dans le bac de recyclage. Premièrement, ça vole partout, puis deuxièmement, pour la récupération de ce plastique-là, c'est extrêmement compliqué. L'éco-centre a commencé à le récupérer, mais il faut l'apporter sur place à l'éco-centre, donc au même titre qu'on va porter les pots de peinture, les batteries, les ampoules. Donc ça, c'est pour le plastique recyclable. Donc vous pouvez faire attention prochainement dans votre recyclage et le dire à qui mieux mieux, donc vos parents, informez vos proches.
Au niveau de la dégradation du plastique et la protection du plastique, donc généralement, si vous avez eu le petit jeu Fisher-Price, là, comme ça, vous l'avez vu changer de couleur à travers le temps, donc on n'est plus aux belles couleurs initiales. Donc l'exposition aux rayons UV va rapidement dégrader la couleur, la coloration de ces plastiques-là et dégrade le plastique en soi aussi. Par exemple, toutes les micro-ondes qui ont jauni avec le temps ou les plastiques jaunis de manière générale. Les vieilles Super Nintendo, il n'y en a pas une qui est encore grise et mauve, sont toutes rendues souvent jaunes, donc à cause de l'exposition aux rayons UV. Un autre problème, c'est la pénétration par les liquides. Souvent, on parle de pluie acide. Donc, généralement, ça va pouvoir abîmer les plastiques, surtout s'ils restent à l'extérieur. L'oxydation, c'est aussi quelque chose qui peut venir jouer contre le plastique. Donc, il va aller déformer les polymères à l'intérieur, donc ce qui va faire en sorte que ça va devenir de plus en plus fragile. Donc, on peut voir des plastiques qui se dégradent rapidement, que dès qu'il y a un choc à ce moment-là, ils vont casser facilement, dû à ces trois facteurs-là combinés. Pour les protéger, c'est dans le système de production, on va ajouter des pigments qui vont absorber les UV, qui vont venir protéger les chaînes de polymères. On peut aussi recouvrir d'un vêtement imperméable. Le mieux, c'est de recouvrir tout simplement l'objet d'une grosse couverte. Donc, on protège à ce moment-là d'une grosse portion des rayons UV et des pénétrations des liquides. Mais de manière générale, ils ont souvent une petite couche imperméable sur eux aussi. Pour l'oxydation, c'est des antioxydants, donc un peu au même titre que l'électrode sacrificielle, donc des antioxydants qui vont se sacrifier et qui vont s'oxyder à la place du plastique. Donc, dernière catégorie, les matériaux composites. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quand on vient faire des combinaisons de différents matériaux qu'on a vus précédemment. Donc, on vient déposer à l'intérieur de ce qu'on appelle une matrice, donc un espèce de squelette, des fibres qu'on appelle les fibres de renfort, qui vont être dans un autre matériau que la matrice. Donc, on vient combiner les deux pour obtenir en fait les caractéristiques des deux. Donc, ça, c'est ce qu'on utilise, entre autres, pour le béton armé. Donc, si vous avez jamais vu de béton armé, c'est tout simplement des blocs de ciment. À l'intérieur, vous voyez des tiges de métal qu'on a insérées. Mais à ce moment-là, les tiges de métal, c'est la matrice. Et le ciment, tout autour, ça va être nos fibres de renfort. Donc, on obtient alors un matériau qui est vraiment plus résistant, que la solidité associée au fer qui le traverse, en plus de la solidité du béton. Donc, on vient avec un matériau qui obtient des propriétés supérieures. Aggloméré de bois, ça, c'est tout simplement nos bois modifiés tout à l'heure. Donc, MDF, panneaux de composite, de bois, de sciure de bois. Donc, à ce moment-là, la colle qu'on utilise pour coller nos sciures de bois, ça agit comme le squelette ou la matrice. Puis, nos fibres de renfort, ça serait le bois à l'intérieur. Donc, on peut obtenir un matériau qui possède à la fois la solidité, l'élasticité associée à la colle, en plus d'une fonction élastique du bois et de la solidité du bois. D'autres exemples, plastique avec fibre de carbone, c'est un des populaires. On en utilise maintenant à peu près partout. Le gros avantage, c'est qu'il y a beaucoup d'avantages associés au plastique, mais en plus, les fibres de carbone vont amener une solidité supérieure, donc un effet un petit peu moins élastique, mais une meilleure solidité, une meilleure dureté. Donc, le Kevlar est un exemple, donc la veste de police par excellence, c'est tout simplement une matrice en plastique dans laquelle on vient insérer des fibres de carbone. Ça rentre pas nécessairement dans les plastique. Donc, quand on parle d'une veste de police, on pense pas nécessairement à du plastique, mais il y a du plastique à l'intérieur. Mais dans ce type d'arrangement-là, plastique et carbone, on va plutôt parler d'un tissu. On va mettre ça dans la catégorie des tissus. Au niveau des propriétés, mais ça dépend vraiment de la combinaison. Par exemple, si j'ai une matrice en plastique, donc du plastique, c'est peu rigide, mais c'est très résilient, donc ça résiste bien au choc et ça reprend sa forme. Et si j'allie avec ça la fibre de verre, donc la fibre de verre, c'est fait à base de céramique. Donc à ce moment-là, la céramique, c'est très peu résilient, donc ça brise facilement, mais c'est très rigide, donc ça n'a pas l'effet élastique. À ce moment-là, quand je mets les deux ensemble, j'obtiens un matériau composite rigide
et résilient. Donc, j'ai quelque chose de très solide et qui résiste bien au choc. Donc, ce qui est souvent deux propriétés, deux caractéristiques qui vont rarement bien ensemble, ben, je peux l'atteindre quand je fais des compositions avec type squelette, matrice et fibre de renfort. Donc, gros avantage des matériaux composites. Dégradation, principalement, on parle de dégradation quand la matrice ou les fibres se déforment. Donc, par exemple, une veste de police qui reçoit 15 000 balles, éventuellement, la fibre va être moins solide qu'avant. Donc, il va y avoir une déformation, puis il va y avoir des points où ça va être beaucoup moins solide sur la veste. Adhérence entre la matrice et la fibre. Donc, tout dépend ce qui lie les deux. Est-ce que c'est un tissage? Est-ce que c'est de la colle? Est-ce que c'est... Bon, tout dépend de ça. Avec le temps, ça peut diminuer. Pour protéger de ça, ben, ça va être d'utiliser des matériaux de qualité et qui adhèrent fortement ensemble. Donc, par exemple, quand on fait du tissage, on veut pas vraiment que ça soit comme deux matériaux super lisses qui vont glisser un sur l'autre. On va plus vouloir deux substances qui vont adhérer une à l'autre par frottement. Donc, comme ça, on est sûr que ça va garder bien l'intégrité de la veste ou du tissu. Et voilà, exercice. Donc, voici les exercices à faire dans le cahier. Faites attention, vous allez devoir besoin d'une petite annexe à la page 316 de votre cahier observatoire pour faire le numéro 4. Et c'est pas mal ce qui conclut les exercices pour la période où je suis absente. Et ça finit pareillement le chapitre 12. Et je peux vous annoncer qu'il ne reste maintenant plus que 2 chapitres d'ici la fin de l'année, dont un génétique qu'on risque de passer extrêmement vite. Donc, il nous vous reste seulement l'ingénierie mécanique encore un peu. Donc, on va rester dans les liaisons, puis les matériaux et tout ça. Donc, encore une petite portion de ça, de la génétique, et c'est terminé pour l'année scolaire. Donc, ça approche à grands pas. J'ai hâte de vous revoir. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Et prenez soin de vous et soyez gentils surtout. Bye bye!